à tous et toutes, re-bienvenue dans ces vidéos de fin d'année avec enfin les flops, les tops et les rattrapages qui sortent après la mi-février. Je suis navré, vraiment, encore une fois. D'habitude, ça ne va pas prendre autant de temps que ça. J'ai vraiment rattrapé beaucoup de films pour cette année. Les rattrapages vont sortir après les tops et les flops parce que j'estime que vous attendez ces vidéos top et flop depuis assez longtemps comme ça. C'est vraiment les vidéos en plus de fin d'année, donc c'est vraiment le truc à évincer au bout d'un moment, quoi. Il faut passer à autre chose au bout d'un moment. Donc on va commencer par les flops et les tops, dans cet ordre-là, et ensuite nous terminerons avec les rattrapages. Cette année de cinéma a encore été un petit peu particulière. On sent qu'il y avait encore un peu des restes de ce qu'il y avait avant le Covid, de films sympathiques qu'on avait mis de côté, qu'on n'a pas sorti directement en 2020 parce qu'on voulait pas qu'ils se cassent la gueule en salle non plus, mais qu'on avait mis de côté tranquillement pour les réserver à cette année. Mais c'est vrai que la sélection est pas non plus extraordinaire. Ça a été un tout petit peu laborieux de faire les tops et les flops, mais pas tant que ça finalement. J'ai surtout peur qu'en fait les films vous intéressent pas du tout. C'est un petit peu le problème de cette année en général. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera quand même de voir ce qui arrive en flop et en top. Je vous donne un exemple, là dans les flops, les 4 premières places sont 4 films qui étaient aux Oscars. Et comme déjà quand ils étaient aux Oscars, personne n'avait rien à foutre, je pense que personne n'aura rien de plus à foutre maintenant, donc voilà, j'espère maintenir votre attention malgré tout. Il y a plusieurs films que je n'ai pas fait ni en vlog ni dans d'autres vidéos, donc voilà, il y aura au moins un petit aspect découverte dans ces flops et ces tops. Je le rappelle une nouvelle fois parce qu'il faut le rappeler tous les ans, sinon il y a quand même des gens qui gueulent. Ces tops ne sont pas une évaluation de la qualité technique objective, on va dire, des films. C'est un top de ce qui m'a plu ou ce qui ne m'a pas plu. Ça ne veut pas dire que la qualité ne rentre jamais en compte. C'est juste que c'est pas du tout le point principal. Le point principal, c'est est-ce que je les ai aimés ou est-ce que je les ai détestés. Après, la qualité intrinsèque du film, je vais peut-être en parler ensuite dans mes commentaires, mais à la base, c'est surtout une question d'appréciation. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc que personne ne comprend chaque année dans les tops et les flops. Bref. Je vous propose de commencer tout de suite avec les flops, et on va attaquer avec, bien entendu, la 10e place. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon, écrit par Caroline Bongrand. Ce film est inutile et ridicule. Inutile parce qu'il raconte une histoire fausse, et ridicule parce que, au lieu de se concentrer sur l'aspect le plus important et intéressant de son histoire, la construction de la tour Eiffel, il se concentre sur une petite romance pourrie. J'aime bien parce que le film démarre en disant qu'il est librement inspiré de faits réels. Ils ont quand même insisté sur le librement, parce que cette histoire n'existe pas, cette histoire est fausse. Eiffel n'a jamais construit la tour en rapport avec une certaine nana qui s'appellerait Adrienne, pour lui montrer qu'il l'aimait, quoi. Adrienne! C'est quelque chose de totalement faux que Madame Bongrand a inventé vraiment sur le moment pendant une séance de pitch avec un producteur. Elle essayait de lui vendre des scénarios, le mec lui disait non, tes scénarios ils m'intéressent pas, c'est nul. D'un seul coup elle s'est dit ah attends, je vais essayer de trouver un truc vraiment vendeur, un truc qui pourrait intéresser les gens. Ah tiens, la tour Eiffel a été créée pour une femme que Eiffel aimait et c'est pour ça qu'elle est en forme de A, c'est parce que c'est la première lettre du prénom de cette femme dont il était amoureux. Le producteur a dit banco, c'est ultra vendeur. Et ensuite, ils se sont rendu compte que elle avait pas de script, et quand elle a amené un script, le script était super mal écrit, donc elle s'est fait chambardée de maison de production en maison de production, de réalisateur en réalisateur, etc. Et elle est allée se plaindre absolument partout où on allait l'écouter en train de se plaindre, pour dire « Oh là là, le monde du cinéma, c'est terrible, j'ai pas pu faire mon film quand même, qu'est-ce qu'on m'a méprisé, etc. etc. » En ce qui me concerne, dès que j'ai vu ce truc-là, j'ai immédiatement vu de quoi il était question, c'est-à-dire qu'il est question d'une mauvaise scénariste, qui n'arrive pas à vendre ses scripts parce qu'ils sont mal écrits, et qui après va te dire « Mais non, c'est parce que les gens, ils sont méchants. » Quand tu vois le résultat de ce film-là, ça se voit. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, t'es mauvaise langue, en plus tu connais pas ce que c'est, le métier de scénariste. » J'ai eu un mec qui est prof de scénario dans une école qui m'a dit « Oh, tu connais rien au scénario, t'as jamais appris quoi que ce soit, etc. » Si tu veux. Et du coup, donc j'ai plein de gens qui se sont tombés sur la gueule pour avoir critiqué Madame Bongrand. Mais quand je suis allé voir moi ensuite d'autres professionnels du cinéma qui sont vraiment en activité, qui sont à des postes importants au cinéma, qui ont déjà interagi avec des scénaristes, etc., j'ai même pas évoqué le début de l'histoire que déjà ils sont... Donc voilà, et donc quand tu vois le film, bah tu te dis bah non, j'arrive tout à fait à voir pourquoi ce truc n'a jamais réussi à se vendre. En revanche, j'arrive beaucoup moins à voir pourquoi est-ce qu'il a fait 1 million et quelques d'entrées. Je pense qu'on a bien matraqué au niveau publicité parce qu'il n'y a aucune autre raison en dehors de ça. C'est chiant comme la mort. La romance prend 80% du film. C'est ça en plus qui est atroce, c'est que tu dis, encore, effectivement, même un film américain par exemple, qui aurait fait un biopic, se serait concentré en partie sur la vie sentimentale de Eiffel, peut-être.
Peut-être pas jusqu'à inventer une romance qui n'existait pas du tout, cela dit, ça peut se faire dans certains biopics. Mais au moins, ils en auraient pas fait le truc central de l'histoire, quoi. Je veux dire, là, c'est un peu comme avec Aline de Valérie Lemercier. Ça devrait se concentrer sur Céline Dion, et non, ça se concentre sur sa relation avec René Charles. Et bien là, c'est un peu pareil. Tu devrais te concentrer sur la Tour Eiffel, et tu te concentres sur une romance absolument insipide, qu'on a vue des milliers de fois. Cette histoire de jeune homme qui rencontre une nana de la bonne famille bourgeoise parce qu'il est en train de bosser sur un truc, et puis il tombe amoureux, et puis finalement ça se fait pas, etc. Et non seulement cette histoire est chiante, mais en plus, on nous fait principalement vivre ça. C'est-à-dire que littéralement, t'as genre, tu vois Eiffel tracer 5 lignes sur un plan, et après t'as 20 minutes de flashback sur une romance dont on a rien à branler, quoi. C'est quand même atroce de penser son film comme ça, que encore il se concentrait sur des trucs intéressants, genre... Le pire, c'est que, quand tu te concentres sur la Tour Eiffel, c'est intéressant. Quand tu regardes les passages techniques, bon, ça fait un petit peu C'est pas sorcier, mais peu importe. Quand tu regardes les passages techniques où tu le vois avec ses maquettes en train de simuler comment est-ce qu'il va faire pour réussir à mettre les fondations sur un sol qui est complètement mou parce qu'on est juste à côté de la Seine, et c'était à moitié marécageux et tu pouvais pas y construire, etc. Et il va mettre un truc qui pèse des milliards de tonnes. Tu vois tous ces trucs-là, c'est vachement intéressant. Quand tu vois effectivement qu'il a eu des problèmes financiers, quand tu vois les problèmes qu'il a eu avec Paris, mais tout ça, c'est genre évoqué pendant une phrase pour ensuite te permettre de retourner voir la romance idiote qui n'intéresse personne, quoi. Et tu te dis, c'est peut-être une question d'argent, mais ils l'ont reconstruit, le chantier. Ou en tout cas, ils ont fait des effets spéciaux qui permettaient de reconstruire le chantier, et les plans sur le chantier de la Tour Eiffel, ils sont plutôt pas trop mal. Vraiment quand on reste sur le chantier, parce qu'alors dès qu'on part dans Paris, dans les rues, etc., tout est dans le flou, comme ça te permet de ne rien avoir à transformer dans la rue, parce que tu vois rien, parce que tout est flou. C'est vraiment l'une des reconstitutions historiques les plus feignantes du cinéma français que j'ai vu depuis un moment, depuis peut-être Angélique, Marquise des Anges, mais le chantier lui-même était super bien construit, et du coup quand tu fais certaines scènes qui se déroulent dans le truc, bah passe super bien, quoi. Donc tu te dis, on pourrait se concentrer sur ça, en plus vous l'avez construit, c'est déjà là, faites plus de scènes dedans, au lieu de nous faire chier à se promener dans les petits villages de je sais pas quelle campagne, au coin de la Picardie ou je sais pas trop quoi. Et puis en plus, genre, je vous ai dit, on passe 5 minutes à devoir tracer des traits, et puis ensuite 20 minutes de flashback, mais genre quand t'arrives dans les 20 dernières minutes du film, le premier étage est déjà construit, et les 2 derniers sont en train de se finir, et il se passe rien en fait, ça passe en 10 minutes, t'as passé tout le film à voir les 4 premiers pieds être construits, une fois que les 4 pieds sont reliés, c'est genre limite t'as une voix off quoi, et ensuite les deux étages ont été finis, et fin. Ah bon, d'accord, vous finissez comme ça? Je savais que j'allais avoir beaucoup de mal avec ce film, mais c'était vraiment tout ce que j'imaginais, et de mauvais. Je vais pas dire en pire, parce que c'est vraiment exactement ce que j'imaginais, c'est pour ça qu'il est que 10e. Mais c'est vraiment exactement ce que j'imaginais comme déception par rapport à un film sur ce sujet-là, quoi. Depuis que j'ai entendu le projet, j'ai vu le premier teaser, j'ai commencé à dire que ce truc allait être une merde, Faire un film, un biopic sur un des plus gros projets français et se concentrer sur une histoire d'amour qui n'existe même pas, y a qu'en France qu'on peut faire ça, quoi. Voilà, parce qu'il concerne mon numéro 10. Passons au numéro 9. J'en crevais de ce métier, tu sais. Elle pleure la France maintenant. Cette célébrité si démente. C'est ça la télé, crois-moi, c'est comme ça que ça marche. France, mes retrouvailles avec Bruno Dumont après Maloute, qui était un des films que j'avais détesté de 2016, et je n'ai pas aimé France, mais pour des raisons complètement différentes. Faut dire que le film est très différent. France est un film qui se concentre sur une journaliste jouée par Léa Seydoux, qui s'appelle France, qui est en vogue à l'heure actuelle, c'est plus ou moins une sorte d'Élise Lucet, une journaliste d'investigation qui montre que vraiment elle s'y intéresse et qu'elle met les mains dans le cambouis et qu'elle va chercher, etc., etc. Et au départ, le film semble se présenter comme une critique intéressante du journalisme actuel, avec beaucoup de sensationnalisme, beaucoup d'hypocrisie de la part des animateurs également, en fonction de qu'est-ce qui peut faire de l'audience, qu'est-ce qui peut attirer, qu'est-ce qui peut mettre le public dans ta poche, etc., etc. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors ? Super, super, regarde-les. Vraiment, ça démarre bien. Une des premières scènes qu'on voit, c'est une scène de la fin d'un débat qui a lieu sur son plateau entre deux politiques quelconques, et ils sont en train de finir de parler du salaire des Français en disant mais c'est pour ça que les Français ont peur au niveau de leur salaire, etc., etc. Et ils finissent de parler, et t'as France qui débarque et qui fait voilà, merci beaucoup pour avoir donné votre avis sur ce thème de la transsexualité en France. Et tu ah oui d'accord, on est parti de là pour arriver au salaire des Français. T'as en plus un film qui s'annonce relativement fun, avec le fait que quand elle rentre chez elle, par exemple, sa maison est entièrement noire, et il y a la moquette en flammes. Donc c'est en gros c'est la maison de rocker extrême, mais c'est adapté à de l'appartement à petite moulure parisienne. T'as toute cette scène qui est assez drôle où elle est en train de faire un reportage sur des soldats rebelles dans je ne sais pas quelle région du monde, et les mecs sont super fans d'elle et ils sont en train de faire des selfies avec elle pendant la fin du truc, et elle les met complètement en scène. Genre toi tu te mets là puis tu regardes au bout de la colline, etc. pour faire ces images. Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme. Action! Allez, là. Coupez! Donc au départ t'as vraiment l'impression que tu rentres dans une satire assez intéressante du monde du journalisme, et puis le personnage renverse un coursier à vélo et se sent coupable. Et là, le film déraille complètement. Mais vraiment complètement, ça n'a presque plus aucun rapport avec ce que ça te montrait avant, quoi. D'un seul coup, on part sur du drame français
poussé à 2000%. C'est de l'adultère, c'est une nana qui va traverser tous les pays de France pour découvrir la France d'en bas et pour que nous on ait des images de la vraie France, etc. etc. C'est de longs plans où elle regarde la caméra ou ailleurs, déprimée et en silence. Le film enchaîne tragédie sur mélodrame et surtout ce putain de chaman qui s'est pris le pied dans la porte avant de chanter à chaque fois qu'elle est triste. Oh là 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 là, mais quelle horreur! Le ramassis de clichés bobo arty à la con des films français de base. J'en avais eu quelques bons retours par-ci par-là, quoi. Et effectivement, comme t'as une critique du journalisme, c'est comme quand tu critiques les riches, hein, ça marche toujours dans le cinéma actuellement. Donc, je comprends qu'on me l'ait recommandé, mais franchement, c'est pas bon comme film. Enfin, qui regarde ça en retirant vraiment quelque chose d'intéressant et de profond et de sincère et de je sais pas trop quoi. Enfin, ça a limite l'air parodique quand tu vois ce truc-là. Moi, je comprends pas. Donc voilà, France, c'était pas du tout une réussite en ce qui me concerne et je ne vous le conseille pas. Passons au numéro 8. Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu t'es mis? C'est rien, ça. Mais arrête de dire que c'est rien. Médecin de nuit, réalisé par Elie Wajman. C'est peut-être Wajman, je ne sais pas du tout. C'est peut-être ma faute, hein. Mais avec un titre pareil, je pensais voir un film sur un médecin de nuit. Vous savez, un petit peu comme quand tu vas voir Sage-Femme et que tu vas voir un film sur les sages-femmes, quoi. Ou quand tu vas voir un film sur première année et que tu vois des étudiants en première année. Ou que tu vas voir un film qui s'appelle Médecin de campagne et ça parle d'un médecin de campagne, quoi. Là, non, le truc duquel je pourrais le plus rapprocher ce film, c'est de Uncut James. En un tout petit peu moins stressant et irritant, mais c'est plus ou moins la même idée. C'est une déambulation de personnages. Donc c'est un mec qui est effectivement un médecin de nuit, qui est de garde, donc il est en train de faire la tournée des différents patients qu'il appelle pendant la nuit, etc., etc. Et puis en fait, le film, c'est ce récit classique des hommes au bout de leur vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de faire plusieurs mauvaises choses dans sa vie. Il a une maîtresse d'un côté, il est plus ou moins en train de se séparer de sa femme, il y a plus ou moins des deals avec des trucs de drogue qui sont en train de se faire, etc., etc. Et en gros, en une soirée ou en une journée, tout va se réunir petit à petit pour arriver du coup à la fin, la résolution de tous ces différents problèmes. Et tu regardes le contenu du film, c'est vraiment le... Déjà, c'est ce cliché-là à 200%, mais c'est aussi les clichés français à 200%. C'est évidemment, c'est qui ces patients de nuit? C'est des prostituées qui sont accros au Subutex. Et puis lui, il a des relations de famille dysfonctionnelles avec sa femme, avec son cousin, avec machin. C'était pas du tout le truc que j'avais envie de voir, et je trouve en plus que c'était relativement chiant, parce que autant Uncut James, j'avais pu à peu près regarder le film et rentrer à peu près dedans, autant celui-là, je me suis vraiment fait chier, sans doute parce que je trouvais ça un peu cliché, enfin vraiment très cliché, mais je me suis vraiment fait chier à regarder ce film, et je trouve pas ça très intéressant. Je noterais, cela dit, faut lui reconnaître qu'il est assez joli esthétiquement, il est très bien filmé, il y a de très beaux plans, notamment sur tous les grands couloirs parisiens, qui est filmé de nuit avec toutes les lumières, avec des plans qui sont assez larges, parfois avec des grands angles. Ça te fait des belles perspectives, des belles lignes qui partent comme ça au loin à l'horizon. On travaille une différence de couleur assez marquée. À l'extérieur, ça doit généralement être teinté de bleu, bleu-blanc en tout cas, les éclairages publics pendant la nuit. Et tous les intérieurs sont plutôt jaunâtres. Cela dit, encore une fois, dans ce style de film, il abuse un petit peu de ce style, enfin du style généralement qu'il y a dans ce genre de film. Par exemple, les intérieurs en fumée. Il y a un truc qui est assez hérité du film noir dans ce genre de film là, donc un parcours d'un mec un petit peu paumé, et généralement le mec est dans un intérieur avec une clope en train de fumer, et puis il y a de la fumée partout, et puis il y a les stores qui passent avec la lumière qui arrive à travers les stores, et qui fait des lignes et des strays dans les ombres, etc. Ça reprend un peu de ce style là, sans aller jusqu'à copier le côté film noir, mais il y a vraiment un aspect très enfumé dans beaucoup d'intérieurs, et parfois un petit peu trop. Parfois tu regardes le truc, tu fais, là quand même ça fait un peu beaucoup, à moins qu'il y ait un incendie, il devrait pas y avoir autant de fumée dans cet appartement, ça se voit. Mais du coup ça se mélange bien avec la lumière un peu jaunâtre intérieure, ça fait des atmosphères un petit peu étouffantes, et c'est exactement ce que le film cherche. Ils vont faire la même chose aussi avec des lumières qui sont un peu plus néon, donc des lumières qui sont un peu plus dures, un peu plus brutes, et qui vont du coup redonner un sentiment un peu plus froid et terre à terre. Et puis tout est quasi intégralement filmé en caméra à épaule, là aussi pour donner un côté plus vif. Donc, je vais pas dire que c'est un ratage complet, là pour le coup c'est un film qui est plutôt réussi techniquement, mais alors je n'ai pas du tout apprécié l'histoire, je n'avais aucune envie de finir ce film, et je l'ai fini dans la souffrance, donc je ne recommanderais à personne de le regarder. Si c'est vraiment votre style, allez-y, mais franchement je trouve que c'était pas terrible. Mais typiquement, voilà, c'est là où je dis, c'est pas un mauvais film. C'est pas un film qui est raté, c'est pas un film qui est techniquement mauvais, c'est juste un film qui m'a pas plu parce que c'est pas mon style. Voilà, suivant, numéro 7. Chaos soon come.
Venom, Let There Be Carnage, réalisé par Andy Serkis. Bon, écoutez, là, il y a du vlog déjà qui est en place, et j'en ai déjà un petit peu parlé. La première question qu'on peut se poser est très simple, et ça explique pourquoi le film est mauvais. Ça s'appelle Let There Be Carnage. Où est le carnage? Où est le carnage dans ce film avec un personnage qui s'appelle Carnage? Ce film était une blague, c'était pas du tout gore, c'était pas du tout violent, c'était une blague. Même sa scène post-crédit était une blague, parce que ça mettait en place un truc qui allait n'amener à rien du tout, donc c'était vraiment une blague de A à Z. C'était insupportable. Il y a évidemment le problème de l'aspect comédie romantique entre Venom et Eddie. Tout ça, je l'ai déjà abordé dans les vlogs, hein, donc vous pouvez aller voir le vlog si vous voulez avoir plus de détails, je vais passer vite fait dans cette vidéo. Mais évidemment, il y a le problème de la rom-com entre Eddie et Venom, parce que les personnages devraient pas vraiment être traités comme ça. À la limite, un buddy movie, why not? Mais une rom-com, c'est aller vraiment un petit peu trop loin dans le truc, et trop attendrir, et trop assagir, trop lisser le personnage de Venom. Ce qui n'était pas trop dans le premier film. Dans le premier film, il était encore une entité assez sombre et assez imprévisible, mais là, vraiment, c'est vraiment plus de l'humour qu'autre chose. Les menaces, Cletus et Shriek sont ridicules. Lui, avec son côté malade mental surjoué, qui cabotine de A à Z, c'était vraiment terrible. Et elle, pareil, qui est toujours en train de te regarder à moitié comme ça, avec un sourire soi-disant de folle et tout. Enfin, ils étaient ridicules tous les deux, vraiment ridicules. Et le traitement de Carnage, pareil, rien de particulier. Alors, il est pas en train de faire les mêmes styles de répliques que Venom, il est pas en train de parler non plus de bouffer des petits fours, des trucs dans ce genre-là, parce qu'il a faim. Donc c'est un petit peu différent, mais en même temps, il a pas de personnalité non plus, en fait, véritablement. Il a dû avoir 3 ou 4 répliques dans tout le film, et je me souviens quasi pas, en fait, déjà. De toute façon, je me souviens pas, quasiment pas du film. Évidemment, il y a le rythme du film qui est très particulier, il fait que 1h45, on peut se dire c'est généreux et clément pour nous, parce que le film est déjà tellement mauvais, on va pas en plus nous mettre 2 heures, mais si ça se trouve, plus étoffé, avec plus de contenu, plus de scènes, etc., le film aurait pu être plus intéressant, peut-être qu'il y avait une vraie motivation, une vraie intention à la base, et qu'elle a été justement virée par les remontages pour arriver jusqu'à 1h45, mais a priori, quand tu vois le résultat final, tu te dis non, ça devrait quand même vraiment être mauvais. Parce que quand tu vois la qualité du reste, tu te dis pas non, il y a quand même des choses extraordinaires qu'on a dû couper au milieu de tout ça. Non. Et puis le scénario a vraiment parfois des côtés absurdes et bizarrement expliqués. Genre, je crois que les gens ont pas trop bien compris ce dont je parlais en fait quand j'ai parlé de ce truc-là dans mon vlog. Il y a un moment où il y a Venom qui dit mais t'as pas remarqué, il y avait une photo particulière dans le truc de Cletus, et à main levée, il se met à tracer de mémoire le dessin qu'il a vu sur le mur de Cletus. Et t'as Venom qui dit à Eddie mais putain fais ton boulot, t'es journaliste, enquête un petit peu, tu vas voir, on va trouver des indices, etc. Et ils font une recherche Google sur, je sais pas moi, côte maritime, ou un truc dans ce genre là, et genre la 3e photo de Google, c'est exactement le dessin qu'a Cletus sur son mur. Mais genre, au point où t'as l'impression que sur son mur, il a décalqué la photo Google. C'est exactement le même angle, placé exactement au même endroit, tout avec les mêmes proportions, la même focale et tout. Enfin, c'est exactement le truc de la photo Google. Et c'est ça que je trouvais complètement absurde, en fait. C'est qu'à la limite qu'il ait reproduit un paysage qui ressemble plus ou moins à ce qu'avait fait Cletus. Ok, mais que le mec ait exactement reproduit la photo Google, ça fait légèrement artificiel quand même, merde. J'avais parlé dans mon vlog, du coup, il y avait sans doute une volonté de mise en scène particulière, essayer de reproduire un côté film de la Hammer, film Universal, film de monstres à l'ancienne, et le même style de traitement et de ton. Mais même ça, du coup, c'est pas particulièrement poussé. Au final, dans le résultat final, il y a pas grand chose, à part, par exemple, comme apparaît le titre. Donc, au final, même ça, je pense que ça n'a pas été spécialement travaillé. Venom 2, c'était une catastrophe, et vous m'avez dit que c'était pas la peine de le rattraper, et j'aurais effectivement pas dû le rattraper, et je comprends maintenant. Donc oui, non, c'était très mauvais. D'un autre côté, il est pas beaucoup plus loin dans les flops, parce que, clairement, le film sait qu'il est pas bon. Enfin, ça se voit, ne serait-ce qu'avec la durée du film, et ne serait-ce qu'à quel point le film rit de lui-même à certains moments, enfin, c'est... Clairement, ça n'a pas été pensé pour être un chef-d'œuvre. Donc voilà, c'est pas très surprenant non plus, et c'est pas la pire déception de l'année. Enfin, en ce qui me concerne, au moins je me suis marré, quoi. J'ai au moins rigolé du film. Passons au suivant, numéro 6. In 11 months' time, all human beings in the future will be wiped from the face of the earth. The Tomorrow War, réalisé par Chris McKay. Alors certes, ça n'est que du divertissement, où il faut un petit peu poser son cerveau à l'entrée. Mais si Roland Emmerich et Michael Bay faisaient des films de la qualité de The Tomorrow War, là, je comprendrais qu'on leur chie autant à la gueule. Mais vraiment, The Tomorrow War, ça te montre à quel point il y a une différence entre un réalisateur qui sait te faire un blockbuster un peu con, et quelqu'un qui fait juste un blockbuster un peu con. C'était
nullissime, le concept n'a aucun sens. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a aussi un vlog, vous pouvez aller le voir pour avoir plus de détails, je vais passer également assez vite sur celui-ci. Tout ce qu'on va aborder là, en fin de flop, c'est que des trucs qui ont déjà été traités dans d'autres vidéos, donc voilà, vous avez le commentaire pour tous les autres, mais l'histoire donc, si vous ne la connaissez pas, c'est que un soir de match de foot, étrange d'ailleurs que ce soit un match de foot étant donné que les États-Unis s'en foutent complètement du foot, pour eux c'est le football américain, un portail s'ouvre et plusieurs soldats du futur débarquent en nous disant la situation va pas bien du tout dans le futur, donc on vient ici dans le passé pour vous réquisitionner et vous envoyer dans le futur vous battre pour essayer de vaincre les extraterrestres qui nous ont attaqués dans le futur. Et déjà tu prends ce concept de base et tu fais mais c'est débile, enfin c'est complètement con. Déjà vous êtes en train de créer des paradoxes temporels à tire-larigot, même si vous faites soi-disant attention à ce que les personnes n'aient rien fait de particulier dans leur vie et qui ne provoqueraient de trop gros cataclysmes, etc. En principe tu regardes un petit peu ce qui s'est passé entre aujourd'hui et le futur, mais enfin, sur le principe, c'est complètement con. Tu n'affrontes pas un conflit à venir en retirant des éléments du passé, ce qui va encore plus te fragiliser quand les aliens vont débarquer, et les amener dans le futur où ils servent vraiment pas à grand chose parce que de toute façon tu les envoies pas formés, pas préparés à ce qu'ils vont affronter, tu fais même pas attention à savoir si c'est des mecs qui sont doués ou pas, tu pourrais quand même envoyer des mecs, enfin les former pendant des années avant de les envoyer, t'as une machine temporelle, mais alors le truc c'est que la machine temporelle du coup elle a un fonctionnement très précis où elle peut faire un saut que d'une période très précise, et toujours la même, et donc du coup, plus ça avance dans le futur, plus ça avance dans le passé, etc. Donc tu peux pas vraiment aller où tu veux dans le temps, etc. Je veux bien, mais le principe est quand même très con. Tu pourrais aussi avoir un truc du style, oui, mais pour qu'on soit au courant du futur, il faut que le futur existe, et donc si on fait en sorte que le futur n'existe pas, on peut pas revenir en arrière pour se prévenir nous-mêmes, et donc on peut pas être préparé pour ce futur, donc on peut pas l'affronter, etc. À la limite, un paradoxe temporel comme ça aurait un peu mieux marché, mais je crois que c'est même pas vraiment comme ça qu'ils le traitent. C'est intéressant parce que pour un film aussi con, c'est justement le fait de vouloir faire un truc intelligent, c'est-à-dire y mettre un thème qui rend le truc complètement incohérent en fait. Il y a tout un thème du coup de protéger ton avenir et ce qu'on pourrait approcher par exemple de aujourd'hui être des parents qui veulent laisser un meilleur monde à leur enfant en fait. Par exemple gérer les problèmes de réchauffement climatique pour que tes enfants n'aient pas à le gérer par la suite. Mais le truc c'est qu'en essayant de faire du coup ce commentaire du passé sur le futur, t'as rendu le rapport entre le passé et le futur complètement particulier en fait, ou le présent et le futur en tout cas, complètement farfelu et incohérent et impossible, donc c'est quand même con, c'est en essayant de le rendre plus intelligent qu'ils l'ont rendu plus con, mais vraiment le scénario est ultra grossier, ultra mal écrit, tu vois immédiatement où est-ce que tout va venir, quand tu rencontres des personnages genre le père de Chris Pratt dans le truc, tu vois exactement qu'il va revenir à un autre moment du film, il est joué par un acteur qui est ultra connu, il est vu pour une scène qui sert à rien. Enfin, c'est à part plus ou moins mettre en place le rapport entre le fils et le père, donc justement tu mets en place le truc, tu sais qu'il va être résolu avant la fin du film. Et c'est drôle parce que ça arrive à être grossier et prévisible, alors que les réactions des personnages n'ont quasi jamais aucun sens. Justement, le comportement de Chris Pratt quand après être allé voir son père et s'être engueulé avec lui, enfin c'est complètement con quoi, c'est au prétexte que tu t'es engueulé avec ton père, tu vas quand même garder ton bracelet pour être envoyé et servir de chair à pâté là pour le conflit futur, alors que t'avais aucune envie d'y aller, que tu voulais rester protéger ta fille, etc. Et tout ça, ça s'écroule parce que simplement t'aimes pas ton père. Il y a un moment, faut arrêter d'être con aussi, quoi. Tu prends un truc aussi con que il doit récupérer un moment des fioles pour des recherches scientifiques qui sont donc ultra précieuses, et les fioles sont bien stockées dans un truc en plastique, qui est une sorte de boîte, etc. Un truc plutôt tranquille, quoi. Le mec, il va récupérer les fioles, le premier truc qu'il fait, c'est les sortir de leur container bien dur pour les foutre dans une boîte en carton, genre boîte à chaussures ou boîte de punaise ou je sais pas trop quoi, enfin le truc ridicule avec le carton qui est complètement plié, etc. Donc il fout les trucs ultra fragiles et précieux dans le truc dans lequel ça a le plus de chances d'être cassé. Enfin bon bref, c'est que des trucs comme ça, de A à Z, et en plus j'ai trouvé que le rythme était quand même super foireux. Notamment cette fin, qui t'as l'impression qu'il y a quasiment un quatrième acte en fait qui se rajoute au film, tu pensais qu'il était fini, et t'as genre 20 ou 30 minutes qui se rajoutent derrière, et tu fais mais putain on en avait pas besoin quoi, on aurait pu très bien terminer l'histoire d'avant correctement, et il y avait pas besoin de rajouter ce truc en plus. Donc Tomorrow War, je ne le conseille à personne. Là pour le coup vraiment, je considère que c'est du mauvais film. C'est très très mal écrit et je ne conseille à personne de le regarder. Il y a quelques images qui sont sympathiques et qui sont un peu grand spectacle, mais franchement ça vaut pas le coup. Donc suivez mon conseil, ne regardez pas The Tomorrow War. Suivant, numéro 5. He looks like shit, Dad. You should see the other guys. Nobody, réalisé par Ilya Naishuller. Là aussi, il y a eu un vlog qui a pas mal marché d'ailleurs, puisque il comportait dans le titre la mention « N'y allez pas, c'est une merde », enfin ce film est une merde. Alors,
Revenons un petit peu sur le truc. Donc Nobody présente l'histoire d'un homme qui semble être un quinca lambda qui a eu une petite vie de merde dans la banlieue américaine toute sa vie et qui se révèle être un ancien espion ou homme de main ou un truc dans ce genre-là qui reprend du service au moment où sa maison est attaquée par des voleurs avec sa femme et sa fille et son fils. Et il va essayer du coup de retrouver ce qu'on lui a volé, mais en se lançant dans cette quête, il va attirer à lui pas mal de problèmes. Et c'est en partie avec ça que j'avais des soucis. Le rôle principal est tenu par le mec qui joue dans Better Call Saul, là, et qui jouait dans Breaking Bad, je me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Du coup, c'était un petit peu l'argument de vente du film, c'était un film d'action avec un mec qui ne semble pas être un héros d'action. C'était justement le truc, l'aspect Nobody, le mec un petit peu lambda. Je comprends les remarques que vous m'avez fait à ce moment-là, en disant mais en fait moi j'aime bien parce que du coup on n'a pas l'impression que c'est un mec qui est en God mode, comme par exemple un John Wick. C'est mal remarqué que John Wick se prend des trucs plein la gueule et qui généralement il finit le film dans un très sale état, mais je comprends l'idée de dire ok c'est un mec qui était un petit peu à la retraite donc forcément il est un petit peu perdu et puis il est à 40 ou 50 et quelques années, bon on dirait Keanu Reeves aussi, ça colle effectivement à l'idée du père de famille lambda, comme on pourrait en voir des centaines aux États-Unis, qu'on croise dans la rue et on s'étonnerait pas dessus. Mais personnellement, moi, le côté rouillé du personnage, c'est ce qui fait, je trouve, que le film est nul, parce que je trouve que ça casse le rythme. Je trouve que ça rend les scènes d'action extrêmement molles, parce que du coup, tu sens pas vraiment la progression de la baston, c'est pas comme si t'avais les coups de poing, c'est réglé, et puis du coup, je vais enchaîner avec une autre prise, et puis ensuite je vais enchaîner avec un autre mec, etc. C'est j'essaie de te taper, et puis en fait, bah, j'y arrive pas, et puis je me prends un coup dans la gueule, et puis je vais un tout petit peu dodeliner, et puis je vais réussir à te mettre un coup, mais en fait, ça va passer à côté, je vais tomber, etc. Et en fait, ça traîne du coup, enfin, l'échange traîne, et pour moi, c'est ça qui est chiant, en fait, c'est ça que je trouve un peu laborieux dans ce film, c'est que au final, tu t'emmerdes à voir la chorégraphie avancée, parce que t'as l'impression qu'on est en train de la rater simplement devant toi, en fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce truc-là, et en plus, c'est pas tout à fait cohérent avec l'idée qu'on veut avoir au final, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que le mec est vraiment formé, et qu'il va finir par péter la gueule à tout le monde. Donc, en faire un mec aussi rouillé et aussi foireux au début, personnellement, je trouve que c'est un petit peu laborieux, quoi. Je trouve en plus que les scènes de baston sont très laborieuses. Moi, il y avait un moment, il y a un moment où quelqu'un est balancé par une fenêtre de bus, il me semble. Il a fallu que je me repasse le passage pour voir qui est passé par la fenêtre. Parce que c'était tellement mal enchaîné dans le montage, ou mal cadré, etc., qu'en fait, j'avais pas compris comment s'était passé l'enchaînement, et j'avais pas compris qui était passé par la fenêtre. C'était vraiment très laborieux à suivre, et je trouvais ça assez chiant visuellement, quoi. En termes d'action, ça rend l'action extrêmement chiante. Et du coup, à aucun moment, j'ai senti le personnage être classe, être fort, ou même simplement être doué ou être compétent, juste compétent quoi. À part la toute fin qui, elle, part complètement en couille. Parce que là, d'un seul coup, on a décidé de foutre des pièges à la MacGyver, des trucs dans ce genre-là, et tu fais, mais c'est... Ou Rambo plutôt, John Rambo qui piège sa forêt et tout le bordel, et lui il piège son bureau. Et d'ailleurs, tu sais même pas pourquoi est-ce qu'il va se battre dans son bureau spécifiquement, il aurait pu se battre absolument n'importe où, mais il décide d'aller se battre dans son bureau. Et les mafieux d'ailleurs n'ont pas l'air d'être des menaces, même la menace, je l'ai pas véritablement senti dans le film. Donc, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment intéressant à prendre dans ce film. Il y a quelques plans qui sont sympathiques par-ci, par-là, notamment des plans séquences ou des trucs dans ce genre-là qui vont mettre en place un certain rythme, une certaine tension, qui va de vivre la scène, comme quand il se gare et qu'il va ensuite aller dans la boîte de nuit pour aller parler aux mafieux. Mais franchement, le reste du film, je le trouve absolument nul et en plus bizarrement foutu et con. Enfin, toute cette histoire avec le chaton, par exemple, le fait que le film commence avec un chaton. Alors, il y a quand même des gens qui m'ont cru assez con pour que j'ai pas remarqué qu'à un moment sa fille dit qu'elle veut un chaton. Oui, vous êtes gentil, j'ai remarqué qu'à un moment sa fille dit qu'elle veut un chaton et donc que c'est pour ça qu'à la fin le mec il ramène un chaton. Mais justement, vous comprenez pas le truc, c'est elle a sorti genre une réplique par rapport à un chaton comme ça dans le film. On n'en a plus jamais parlé de tout le film. Et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, à la fin de la scène de baston, dans son propre bureau, qu'il doit quand même connaître quoi, enfin là où il bosse, le mec, par hasard, trouve un chat qui est dans un tuyau. Et tu fais, mais d'où ça ressort là, comme ça, de nulle part, on en a jamais reparlé, pourquoi est-ce que là, dans son bureau, c'est ça le côté absurde, c'est ça le côté débile, c'est... Pourquoi ça arrive là maintenant, et à quoi ça a servi de mettre ça dans le film, parce que ça montre quoi, ça apporte quoi par rapport au mec. Sous prétexte qu'il a vu un chat passer dans un couloir et qu'il l'a récupéré, c'est censé montrer que quoi, qu'il est plus proche de sa fille. Je crois pas que c'était un problème le fait qu'il soit proche ou pas de ses enfants dans sa famille. Il le considérait comme un plouc, ces gosses. Mais lui, il était concerné par ses enfants, il avait envie de voir ce qui se passait pour eux, et justement, enfin, il demandait par exemple ce qu'elle voulait pour son anniversaire, quoi. Enfin, c'est peut-être la mère qui demandait, je me souviens plus exactement du film, enfin.
C'est ça le truc que je trouvais absurde et débile en fait, ça sort de nulle part ce truc. Donc évidemment, allez pas me dire comme un con, ah mais on a parlé d'un chaton à un moment, oui je sais, je suis gentil, merci, j'ai entendu la réplique. C'est paradoxal par rapport au fait qu'on ouvre le film là-dessus, t'as l'impression que ça le définit comme truc. Le mec, dans la salle d'interrogatoire, qui a l'air d'en avoir rien à foutre, qui a l'air complètement tranquille, et qui sort un chaton et une boîte de thon de sa manche, ou de son manteau plutôt. Et tu fais... C'est tellement absurde, ça doit définir le personnage, il doit y avoir un truc ultra important qui tourne autour du chaton et de la boîte de thon, etc. Non, ça sort de nulle part. Et c'est ça qui m'énerve et c'est ça que je trouve absurde en fait. Alors peut-être que ça vient d'un style d'écriture à la russe, parce que je sais que le réalisateur du coup est russe, son premier film c'était Hardcore Henry que j'avais adoré, lui pour le coup, que ce soit action, chorégraphie et rythme. C'était extraordinaire, c'était un shot incroyable d'adrénaline. Et là pour le coup c'est l'exact inverse à mon sens pour Nobody. Mais peut-être que du coup, dans ce style d'écriture à la russe, il y a ça, parce que je sais que quand j'avais vu certains films certains films russes, il y avait notamment, il y avait un truc qui s'appelait Night Watch et Day Watch. Il y a un truc bizarre dans la narration russe qui fait que t'as pas forcément de setup payoff. Il y a des trucs qui peuvent sortir dans le film comme ça de n'importe où. Et pour eux, ça a l'air assez normal et basique et tranquille en fait de faire les choses comme ça. Peut-être que c'est un truc russe, d'écrire le truc du chaton comme ça. Mais alors personnellement, ouais, ça a renforcé le côté absurde et sort de nulle part et étrangement foutu et tarabiscoté du truc. Donc moi personnellement, c'est le genre de truc qui m'a complètement fait sortir du film quoi. Ah oui, puis j'ai eu j'ai une dispute dans les commentaires sur le vlog sur ce film avec un fan par rapport au côté hasardeux du bus. C'est quand même, faut voir que le mec, il est donc hors activité pendant des années. Il décide un soir qu'il a envie de casser la gueule à un méchant. Il peut pas casser la gueule à ceux qu'il voulait parce qu'il s'est rendu compte que finalement, les pauvres, ils ont une vraie vie et puis ils ont des difficultés, etc. Et ça le frustre du coup et il se dit non, je veux casser la gueule à quelqu'un. Il va dans un bus, il y a 5 mecs qui rentrent dans un bus, faut forcément que dans ces 5 mecs, il y en a un qui soit le frère du plus gros mafieux russe et qu'il le démolisse de A à Z. Dans John Wick se fait casser la gueule par le fils d'un mafieux, mais c'est le fils d'un mafieux. Tous les soirs, tous les jours, le mec fait une connerie ou un crime différent. Donc qu'au bout d'un moment, par hasard, il tombe sur un ancien employé de son père, le plus dangereux, par malchance, ça pour le coup c'est logique, c'est cohérent, ça peut arriver. Que le mec, le premier soir où il décide de casser la gueule au premier mec qu'il rencontre dans le premier bus qu'il prend, que le mec tombe sur le frère d'un mafieux, non là pour le coup ça s'appelle d'être téléphoné quoi, c'est bizarrement foutu et c'est mal écrit pour un scénario. Tous les hasards ne se valent pas, il y a des hasards qui sont plus hasardeux que d'autres. Voilà donc pour ce qui concerne Nobody. Et maintenant nous allons passer aux 4 premiers, et les 4 premiers sont tous des films qui étaient en sélection pour les Oscars 2021. Passons donc sans plus tarder, et on ira assez rapidement sur ces films-là, au numéro 4. I love you. I promise that I'm gonna do better. Family's the only thing that means a goddamn. You'll learn that. Hillbilly Elegy, réalisé par Ron Howard. Alors je vous avoue que je triche très légèrement pour ce film parce qu'il est sorti fin 2020 plutôt que 2021. Sauf qu'à l'époque je l'aurais jamais rattrapé en fait, donc voilà, je l'ai vu juste cette année pour les Oscars et voilà, du coup il se retrouve dans la liste. En principe, je suis pas censé le faire, en principe je fais que les films qui sortent en France officiellement, que ce soit en VOD ou en salle, dans l'année. Et en fait, dans les films que j'ai vraiment pas aimé cette année, il y en a pas d'autres que je me verrais mettre dans ces flops en fait. Les autres films, ils méritent pas d'être dans un flop, je les ai pas aimés. La seule autre solution que j'avais c'était de mettre Drunk, et Drunk c'est pareil, il est sorti en 2020, il est ressorti en salle en 2021. À la limite, mettez Drunk si vous voulez à la place de Hillbilly Elegy. Mais Drunk j'ai pas aimé parce que c'est une apologie de l'alcool, alors que tout le monde avait dit que c'est non, pas du tout, tu parles. Vous avez vu la scène de fin ou quoi? Non, c'est une apologie de l'alcool à 200%, c'est genre, même s'il peut se passer des trucs graves, peu importe, bourrez-vous la gueule parce qu'au moins c'est ça qui te fait vivant, c'est... Quelle horreur. Mais... j'ai vraiment du mal avec l'alcool. Non, alors là pour le coup, on va mettre Hillbilly Elegy, qui est donc sorti, je crois, en septembre ou novembre 2020 en France. Il y en aura un deuxième aussi comme ça, l'autre il est sorti en décembre, donc... Vraiment, c'était la fin de 2020, j'estime que j'ai à peu près le droit. De toute façon, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux et je vous emmerde. Voilà. Donc, Hillbilly Elegy, on va passer rapidement parce qu'il y a eu une vidéo dessus sur les Oscars du coup. Un peu comme certains autres films de la sélection comme France, c'est un ramassis de clichés de cinéma indépendant et auteur. Filmons la campagne, filmons les pauvres. Évidemment, t'as des histoires de personnages drogués, comme dans par exemple Médecin de nuit, pareil, il faut trouver un drogué à foutre quelque part. Si ça peut être dans ta famille, c'est encore mieux. Donc là, évidemment, c'est la mère qui en plus est folle. T'as évidemment le cliché de la mamie forte, quand t'as un film avec une mère qui est complètement folle, dépressive, alcoolique, droguée, etc., tu mets toujours une grand-mère ou un grand-père qui est presque divin, quasi divin, et qui vient du coup protéger le gamin et essayer de le former correctement. Et même en termes de technique, c'est pareil, il y a un autre film qui m'a fait un peu penser à la même chose cette année, qui aurait
peut-être pu se retrouver là. À la limite, vous pouvez mettre Drunk pour l'autre film, on va mettre Blue Bayou éventuellement en remplacement pour celui-ci. Blue Bayou qui sera dans les rattrapages, mais qui est exactement dans le même style. Filmons les petites gens, et du coup, comme on filme les petites gens, et ben on filme ça avec de la caméra épaule, avec un grain dégueulasse pour montrer que c'est des pauvres et que c'est pas la qualité d'Hollywood, du 16/9 si possible, etc. Bon, alors là, c'est pas la même chose, au moins là, c'est du scope avec une qualité 35 mm, mais ça reste de la caméra épaule pour que ce soit bien sale quand ça bouge, ça donne, etc. et que ça évoque du coup les États-Unis d'en bas, par exemple. Et franchement, c'était profondément chiant. Je vais vous dire que même j'ai assez peu de souvenirs du film au final. Donc Hail Billy Elegy, pour le coup, je considère que c'est vraiment un mauvais film. À la limite, si vous êtes fan du style, mais même si vous êtes fan du style, vous devez avoir tellement vu ces clichés que juste les remettre comme ça va pas être très intéressant, je pense pas. Donc à mon sens, ça n'intéressera personne. Je déconseille à tout le monde de regarder Hail Billy Elegy, une ode américaine. On appelle ça une ode américaine. Voilà pour ce qui concerne mon numéro 4 de ce top. Passons au numéro 3. Judas and the Black Messiah, réalisé par Shaka King. Et lui, pour le coup, il est bien sorti en 2021, en VOD. Il était en sélection pour les Oscars, avec l'Oscar du meilleur acteur pour Daniel Kaluuya, qu'il a donc remporté. Je crois qu'il en a remporté un autre Oscar, peut-être un scénario original ou un truc dans ce genre-là, je me rappelle plus exactement. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ce film profondément chiant, ennuyeux et inintéressant. Bon, du coup, je viens de dire 3 synonymes pour dire la même chose. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les Oscars si vous voulez avoir d'autres informations, mais vous aurez grosso modo les mêmes qu'ici, parce que j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire. Long et chiant comme la mort, et en même temps trop en surface. Le récit n'arrive pas vraiment à rendre intéressant les personnages. L'histoire, c'est qu'il y a donc un Afro-Américain qui est envoyé par le FBI s'introduire dans les Black Panthers pour collecter des informations et permettre du coup au service du gouvernement de démanteler l'organisation qu'il considère comme terroriste. Et très franchement, j'avais aucune empathie pour le personnage principal qui est donc forcé de lutter contre son propre camp, même si à la base il fait pas partie des Black Panthers, il va forcément commencer à se rapprocher un peu de certains au moins de leurs idéaux au fur et à mesure. J'ai pas vraiment eu de connexion avec lui. J'ai pas eu beaucoup plus de connexion avec le Fred Hampton, qui est donc joué par Daniel Kaluuya, qui est donc le chef à ce moment-là des Black Panthers, puisque Malcolm X a été assassiné. Et je trouve pas qu'il soit particulièrement charismatique, j'ai pas été particulièrement charmé par ses grands discours, et pourtant tu vois que le film est en admiration devant ce mec, et je trouve qu'il arrive pas à le faire ressortir. Je me suis vraiment ennuyé, j'ai complètement décroché du film au bout d'un moment, je serais incapable de vous résumer la deuxième moitié du film, parce que je sais pas ce qui se passe, je me suis pas intéressé. Le film défilait devant mes yeux, et je notais rien. D'ailleurs, même sur mon portable, j'ai rien noté. J'avais un encéphalogramme plat pendant absolument tout ce film. C'était insupportable. Je comprends pas comment ça peut se retrouver en sélection et faire quoi que ce soit. Et je n'ai aucune envie de réessayer de voir le film. En ce qui me concerne, c'était un des pires films de l'année et je ne conseille à personne de le regarder. Suivant, numéro 2. Ma Rainey's Black Bottom, ou Le Blues de Ma Rainey, réalisé par George C. Wolfe. Peut-être, parce qu'il y a un E à la fin, donc on doit le prononcer, je suppose. Mais c'est peut-être George C. Wolfe. L'histoire, donc, de l'enregistrement du dernier, je crois, ou de l'avant-dernier, album de Ma Rainey, une grande chanteuse de blues, qui a disparu, remplacée par des artistes blancs que les maisons de disques préféraient mettre en avant plutôt que des artistes afro-américains, après avoir bien entendu piqué leur musique et leurs idées. Le film est construit comme un huis clos dans la salle d'enregistrement où on va suivre Ma Rainey qui enregistre son album et diverses personnes qui l'entourent, notamment son orchestre. L'un d'eux étant joué par Chadwick Boseman et c'est pour ce rôle qu'il a été nommé aux Oscars à titre posthume et qu'il a été snobé par les Oscars. Il faut dire qu'effectivement le personnage dans ce film est particulièrement antipathique et difficile à apprécier, mais je trouve que c'est l'entièreté du film qui est antipathique et difficile à apprécier. Le film souhaite être difficile à apprécier, il souhaite te faire passer l'idée qu'il y a une ambiance malsaine et désagréable, notamment du fait que le film se déroule pendant une canicule, donc ils sont absolument tous en train de dégouliner de sueur, tu sens qu'ils doivent tous avoir leurs vêtements qui leur collent à la peau, tu sens qu'ils doivent s'endormir avec la chaleur étouffante et tout le bordel, tu sens que le film essaye de travailler une ambiance comme ça. Pareil, quand tu regardes les lumières, c'est que des lumières extrêmement jaunes avec énormément de fumée, mais je dois dire que ça, avec en plus le huis clos et la diarrhée verbale de ce film, parce que c'est
ça doit clairement être inspiré du théâtre. Il y a très peu de choses qui sont présentées par la mise en scène, les mouvements de caméra ou les choses dans ce genre-là. Il y en a évidemment quelques-unes, hein, c'est un film, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu sens que c'est pas la volonté principale du réalisateur. Le réalisateur, il veut pas faire du show don't tell, il veut tell et te shower des gens qui te tell. Donc te montrer des gens qui te racontent. Parce que l'idée c'est montrer plutôt que raconter au cinéma. Et là, il te montre des gens qui racontent. Vraiment, donc il fait l'inverse, il fait ce qu'il faut pas. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à suivre du coup le truc. Notamment parce que les dialogues entre les personnages, non seulement ils remplissent tout le truc, mais ils font très... Tout le monde se chevauche, tout le monde... Vous savez, quand t'as une conversation à 3 personnes, parfois il y a 2 personnes qui parlent entre elles, et puis t'as une deuxième personne qui veut mener une autre conversation. Et là t'as l'impression que c'est comme ça en fait, que dans toutes les conversations, il y a toujours un mec qui est en train de parler d'autre chose au milieu d'un truc. Il y a quelque chose qui passait pas au niveau des dialogues. J'en ai pas de souvenirs très précis, parce que je ne l'ai vu qu'une fois, je n'ai aucune envie de me le refaire. Et c'était pour les Oscars. Oui d'ailleurs, ce film-là aussi est sorti en 2020, en principe il devrait pas être dans la liste, mais au moins il est sorti en décembre, donc c'est quand même beaucoup plus proche, le 18 décembre. Mais vraiment, dans mes souvenirs, les dialogues allaient dans tous les sens, et c'était très compliqué à retenir, notamment parce qu'il y a aussi généralement beaucoup de personnes qui parlent. 1 ou 2 ou 3 ça peut encore aller, mais quand tu commences à avoir 4, 5, 6 personnes, 7 personnes dans la même pièce, et que chacune commence à aller de son petit bout de discours et de sa petite réplique et de son petit machin, au bout d'un moment tu te perds, mais vraiment... C'est soit moi qui suis très con, ou c'est le film qui est mal foutu. Vous choisissez votre camp de toute façon, si vous m'appréciez ou pas, vous devez déjà avoir choisi, mais je trouve personnellement que le film est mal foutu. Je n'ai quasi jamais été confronté à de telles difficultés pour suivre des dialogues, à part ce film-là et Judas and the Black Messiah. Donc ça peut pas être que de moi quand même, merde. Mais donc oui, entre l'ambiance et la surabondance de dialogue, je dois dire que j'ai pas du tout apprécié le film. Il y a peut-être aussi un côté un peu jazz, avec l'idée d'avoir une musique qui s'arrête jamais, et donc du coup les dialogues s'arrêtent jamais, qu'il y a toujours un truc, Peut-être qu'il y a aussi une idée comme ça dans la mise en scène et que c'est aussi ça qui me plaît pas, c'est possible. Blues plus que jazz, puisqu'elle fait du blues il me semble. Donc voilà, tout ça mélangé fait que l'histoire pourrait être fascinante, et je pense qu'elle est intéressante effectivement, puisque donc ce rapport entre le monde de l'industrie du disque et la communauté afro-américaine, c'est effectivement intéressant de se pencher dessus et de voir quel genre de choses se sont déroulées, mais le film en lui-même, il est inintéressant au possible, quoi. Donc, enfin, je suis désolé, pour moi c'était une expérience insupportable et je ne la souhaite à personne. Et enfin, le film que j'ai le plus détesté cette année... I've met hundreds of people out here, and they don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you again. Nomadland, réalisé par Chloé Zhao. Là aussi, il y a déjà eu un petit commentaire dessus avec les Oscars, mais pour en dire un tout petit peu plus, ce qui me fait vraiment le mettre en première place, c'est que c'est à peine un film. En tout cas, c'est à peine un film avec une histoire originale, avec un scénario. C'est beaucoup plus proche du documentaire que d'autres choses. Le film, c'est grosso modo Frances McDormand chez les gitans américains, quoi. Frances McDormand qui ne joue que Frances McDormand qui fait caca dans un seau dans une caravane, mais Frances McDormand quand même, il n'y a pas de récit en vérité, ce qui n'est pas forcément un défaut, c'est une errance de personnage un peu à la Antonioni. Il y a des films dans ce genre-là qui sont dans mon top, il y en a un en tout cas qui est dans mon top, donc c'est pas vraiment ça en soi qui me pose problème, c'est qu'en fait, quand tu fais une errance de personnage, au moins généralement il fait quelque chose qui en soi-même est intéressant. Et là, en fait, elle fait rien de très intéressant. S'il n'y avait pas les passages d'interviews des personnes qui vivent comme ça de façon nomade aux États-Unis, il n'y aurait même pas de discours véritablement, ou il n'y aurait même pas de véritable plongée en profondeur dans ce qu'ils sont. En fait, elle est juste dans leur truc et elle vit un peu comme eux, mais ça dit pas grand-chose au final. Et en fait, j'ai du mal même à voir quel discours elle essaye de tenir. Il y a par exemple une opportunité complètement ratée dans le film. C'est que le personnage de Frances McDormand est nomade parce qu'elle a pas de boulot fixe. Et donc, dans le film, elle fait plusieurs petits boulots, en tout cas, elle en cherche. Et il y a une des scènes où elle va bosser chez Amazon, dans une usine Amazon. Et on dit rien des conditions de travail dans une usine Amazon. Donc si t'as envie de faire un commentaire sur la vie de l'Amérique d'en bas, c'est quand même compliqué si tu parles même pas du truc qui exploite le plus clairement les gens d'en bas en fait, les usines Amazon qui sont effectivement particulièrement sèches au niveau du rythme de travail, au niveau des autorisations, t'as pas le droit d'aller pisser, limite il faut une bouteille d'eau pour pisser directement dedans, sinon ta pause pipi prend trop longtemps pour le truc, etc. Et il y a rien dedans, c'est juste elle débarque à Amazon, elle va y bosser, t'as une petite séquence où elle y bosse, et puis ensuite elle part, et puis elle va faire un autre boulot quoi. Donc t'as pas de récit, t'as pas de commentaires,
T'as même pas de personnage à jouer pour Frances McDormand, elle se joue elle-même encore une fois, c'est pour ça que son Oscar pour meilleure actrice c'est vraiment un scandale, parce qu'elle a rien eu à jouer dans ce truc. S'il n'y avait pas l'aspect esthétique de Chloé Zhao, qui est extraordinaire, avec ses plans extrêmement larges, sa façon de gérer les paysages, d'intégrer les humains au paysage, pour qu'ils soient pas dépassés par le paysage, mais qu'ils soient vraiment dedans, s'il n'y avait pas tout ce travail-là, le film, il n'y aurait rien de spécial à en tirer, quoi. Enfin, je comprends pas comment est-ce que ça a pu aller aussi loin, comment ça a pu avoir l'Oscar du meilleur film. Si encore, il l'avait foutu en film documentaire, mais non, il l'avait pas fait en film documentaire, donc j'ai vraiment eu un problème avec ce film en général. Il y a rien à regarder, en fait. J'allais dire que je me souviens pas de grand-chose dans le film, mais en fait, il n'y a pas grand-chose dont il faut se souvenir. Elle erre, elle parle avec des gens, les gens font des témoignages sur ce qu'est leur vie, pourquoi est-ce qu'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, etc. Et de temps en temps, elle va bosser ailleurs, quelque part, et il n'y a jamais de commentaires faits sur quoi que ce soit. Personnellement, j'ai vraiment du mal avec Nomadland, et je comprends pas comment est-ce que ça a pu marcher à ce point, si ce n'est l'influence de Disney pour faire parler du film qu'ils étaient en train de faire avec elle, Eternals, que lui, pour le coup, on retrouvera peut-être dans une autre partie de ses tops et ses flops. Puisque ça y est, c'est terminé. Je vous dis, je fais pas très long sur les derniers films qui étaient dans la liste, parce que j'en ai déjà un peu parlé aux Oscars, et j'ai même eu l'occasion d'en reparler avec justement le fait qu'il y ait des prix qui soient remis, etc. Donc je suis déjà pas mal revenu sur ces films-là. Je vous déconseille de regarder les 10 films dont je viens de parler maintenant, qui étaient pour moi les pires films de cette année, y compris pour les 2 qui sont pas sortis cette année. Donc voilà, pour ce qui est de mon flop, on se retrouvera d'ici, disons 2-3 jours maximum, je vais rester large, je vais pas dire un truc précis au cas où j'aurais dû un problème avec le montage, mais on va se retrouver d'ici 2-3 jours avec les tops, cette fois-ci, de l'année 2021. J'espère que vous m'y retrouverez, j'espère que vous avez apprécié de regarder cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à me mettre vos flops 10 dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous avez détesté dans l'année. Je vous encourage bien évidemment à regarder les autres vidéos de ces bilans de fin d'année 2021. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!